Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce programme de Vinci Presse sur la chaîne des Vinci Provinces. Comme vous savez, c'est depuis hier, 27 juin 2025, que Kigali et Kinshasa ont firmé le calumet de la paix sous la médiation des États-Unis d'Amérique en signant un accord de paix pour la stabilité de la sous-région, un deal en échange de la sécurité. Mais le pays s'interroge, qu'offre le Rwanda, que gagne la RDC? Pourquoi est-ce que les États-Unis vont plus puiser les minéraux en revanche? Et qu'est-ce que la RDC va gagner en contrepartie? Quel devient Kabila dans tout ça? Qu'on est dans la compagnie avec cette perspective de la renégociation des enjeux politiques du moment. Que devient tous ces belligérants autour de l'Est de la RDC? Mais également, une autre question qui se pose aussi, Joseph Kabila, qui est apparu comme étant le parrain, entre guillemets, de la rébellion AFC 23, quel sera son avenir politique, aussi de Kinshasa ici? On s'interroge, Moutamba victime de l'acharnement où une justice a été dite, ou qui sera dite à son encontre au regard des faits et griefs mis à sa charge. Nous commentons ce plateau avec si c'est Traoré qui apparaît après autant d'années qu'on a prévu dans les médias. Bienvenue, cher ami. Merci de l'invitation, cher Freddy. Salutations à Congo 26 et à ses nombreux téléspectateurs. Salutations aux confrères avec lesquels nous allons entrechoquer les idées ici, pourvu que la lumière jaillisse à l'intérêt du Grand Congo. Encore une fois, chaque fois qu'il s'agit de parler Congo, eh bien, on arrête tout ce qu'on a à faire, on se fait disponible pour répondre au rendez-vous. Alors, vous êtes passé par où depuis un temps? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, sauf que... Invisible, au niveau de la primature, présidence, on ne te voit presque plus dans le réseau de reportages. Tu as disparu. Ça, c'est vrai. Plume ou bien tu as eu des engagements? Ce qui est vrai, non, je suis toujours dans le métier. Cependant, je ne suis plus terrain comme c'était bien avant. Oui. Je suis dans la profession, mais un tout petit peu bureaucrate. Donc, un peu indépendant. Indépendant, évidemment. La garder. Évidemment. L'indépendance d'esprit, oui. La profession et autres, tout ce qui tourne, tout ce qui va avec, nous gardons tout ce qui tourne autour du métier. Cependant, j'avais un biscuit, je ne sais pas si je peux déjà... Bon, vas-y. Très bien, je disais tantôt que la perspicacité avec laquelle un membre du gouvernement gère les finances publiques mérite qu'on s'arrête un peu dessus, même ne serait-ce qu'une minute. Il s'agit de Doudou Fwamba, ministre des Finances, qui, de mon point de vue, est super efficace et dont l'efficacité réjaillit même sur d'autres membres du gouvernement qui, eux, font de la figuration. Je vous dis, les chiffres sont tellement expressifs, tellement éloquents, qu'il faille de bonne foi qu'on s'arrête un peu dessus, qu'on dise coup de chapeau à Doudou Fwamba parce qu'il travaille bien. On ne le dit pas parce qu'on aime les yeux de Doudou Fwamba, parce qu'on aime ses joues ou parce qu'on aime sa taille, non. On le dit parce que les chiffres sont là. Donc, si contradiction il y a, nous on va opposer les chiffres et donc tout contradicteur va affronter les chiffres. Je vous dis, vous n'avez qu'à observer la stabilité. Quand vous demandez aux directions financières, ils accusent 3 mois d'arriéré, hein, à la DG par exemple, depuis avril, mai, juin, les postes sont encore vides, tout cela en tout cas. Si c'est vrai, ceci dépend de l'organisation. Si c'est vrai, ceci dépend de l'organisation domestique de ces régies financières. Parce qu'évidemment, il y a des rétrocessions qui dépendent de la seule organisation des régies financières que le ministère ou que le gouvernement central rétrocède comme pour encourager la mobilisation des recettes. Mais du point de vue de la mobilisation des recettes pris globalement, je vous dis, les fonctionnaires de l'État n'accusent plus d'arriéré. Les paiements en urgence qui étaient à je ne sais combien de pourcents a été sensiblement réduit. Parce que vous vous rappelez que le paiement en urgence, en mode d'urgence, avait occasionné beaucoup de détournements. C'est la source de beaucoup de détournements des finances publiques. Je vais mentionner la stabilité de la monnaie nationale. Je vais mentionner... Ouais, c'est vrai, depuis un temps. Ça ne bouge pas. Les finances publiques. L'Union aurait bien voulu qu'on puisse un peu encore aller un peu à la baisse, comme à l'époque de Matapogno. De 22% à 7%. Réduit sensiblement le paiement en mode d'urgence. Vous savez que c'est la source de beaucoup de détournements, les paiements en mode d'urgence. C'était le prétexte que les ministres par le passé trouvaient pour pouvoir, justifier un détournement.
il faut mentionner aussi cette réserve de plus de 1000 milliards de francs congolais. Ça sert à quoi, en fait? Mais justement, ça sert à ce que... C'est difficile pour beaucoup de Congolais. Jour-là, galopante. Non, ça c'est faux. L'intention n'est pas galopante. L'inflation n'est pas galopante. Elle a été maîtrisée depuis 2023. Comparez, vous verrez que les chiffres sont clairs. Le pays de la ménagère... c'est là le grand problème. C'est là le grand problème. Mais évidemment, il faut expliquer aux Congolais qu'il faille être patient. C'est comme un état comateux qu'il faut réanimer et ensuite lui redonner de la vigueur. On sort d'un trou très profond. Il faut que l'on atteigne la surface et qu'ensuite on prenne de la hauteur. Donc, comprenez qu'on ne peut pas détruire pendant 50 ans pour que quelqu'un vienne faire de la magie en 2 ans, 3 ans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'empêche pas les tournements de forage, les tournements de deniers, ça et là. J'étais exclusivement sur ce qui concerne les performances du ministre des Finances. Le reste, ça dépend de tout l'appareil de l'État. Les détournements, la justice, que sais-je encore, ça ne dépend pas du ministre des Finances. J'ai parlé de ses performances, mais évidemment, comprenez que c'est un maillon dans la chaîne gouvernementale entière et qu'il faille qu'il y ait d'autres ministres qui ont la même perspicacité. Ok, laisse-moi que les choses avancent. En face de vous, John Cabeston, bienvenue. Merci exactement, cher Freddy. Merci aussi à vous tous les... Bien. Oui, tout doucement. Oui, nous revenons et je dirais fraîchement de là pour essayer de participer une fois de plus, donner notre expertise en matière également ce qui concerne la communication diplomatique et aussi lié à des questions d'intégration parce que les travaux de la 57e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC a tablé sur l'intelligence artificielle, mais à côté, il y avait des questions liées à l'intégration, mais aussi des questions liées à la paix, à la sécurité, mais plus pour des questions qui concernent exactement les développements à la base, notamment l'agriculture et puis d'autres faits. Et c'est aussi l'occasion de dire d'une manière ou d'une autre, ici, l'occasion aussi pour moi, de féliciter et également de saluer exactement la participation de la grande délégation congolaise qui a été composée pas simplement par les députés et les sénateurs, mais à côté, il y a eu aussi des membres de la société civile et des experts. Il y a des Congolais qui travaillent en silence pour au moins le bienfait, ou je dirais exactement, pour essayer d'améliorer notre situation, surtout au niveau de la sous-région, à travers exactement cette organisation sous-régionale. Pour dire ici, sur l'ensemble également de ces travaux, tout s'est très bien déroulé. Pour ne pas citer ici la motion qui a été défendue exactement par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombayi, qui a eu au moins à réussir à inscrire... Non seulement professeur, parce que les débats étaient houlés, je pense au moins on va en parler. Les États membres de la SADC, à un moment, il y a certains États qui ont perdu leur voix sur la situation de la RDC. Il y a des États qui ne voulaient pas prendre position. Il a fallu que l'Angola puisse au moins soulever la question et défendre brillamment par le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi. Vous allez voir dans le communiqué des travaux également de la 57e Assemblée plénière de la SADC, au point 24, on a mentionné ce que nous avons vécu exactement hier, je dirais, dans les accords qui lient aujourd'hui la RDC et le Rwanda. Quelque part, on doit se le dire, à côté de la diplomatie classique ou également gouvernementale, il y a eu une diplomatie silencieuse qui a eu à travailler avec tous les Congolais. C'est-à-dire quoi? Quand on dit diplomatie silencieuse, c'est ce qu'on appelle diplomatie. Tous les initiés connaissent au moins, il y a ce qu'on appelle diplomatie des couloirs pour les initiés. Ça permet d'influencer, de traiter les dossiers, pas dans le média, mais dans le fond. Donc bravo à toute la délégation congolaise composée de l'opposition, de la majorité, mais aussi de la société civile, y compris le journaliste est là-dedans, pour essayer de voir comment est-ce que notre question liée à la restauration de la paix et aussi de la sécurité reste transversale, pour dire bravo à cette participation. On a vu également ce qui a été mentionné pour dire après les travaux des Zimbabwe, de Victoria Falls, il y a une... Pardon? Je pense très bien que nous allons aussi... C'est comme Serge Nseka, je voulais vous dire en fait. Il y a une demande. Nous tous, non, nous tous également, c'est de la presse. Il y a une demande. Il reste très ouvert pour ce qui concerne la presse. Mais il faudra noter que les agendas, nous sommes de ceux qui font quand même pression parce que des députés nationaux devaient quand même faire ce qu'on appelle cet exercice de redevabilité. Mais il ne faut pas oublier,
pendant cette période des vacances, il y a d'autres membres qui travaillent encore parce que l'État ne chôme pas. Au moment où tout le monde parle de la signature de l'accord, il y a ceux qui travaillent ceci. Il ne faut pas oublier qu'ils s'occupent des questions législatives et également des diplomaties parlementaires. Parfait. Mais c'est très ouvert pour tous ceux qui sont de la presse. Moi, je suis parmi ceux qui disaient que le professeur Tshilomba ne pouvait pas rester silencieux au moment où il mène des actions au profit également de la restauration de la paix. Pour dire... La demande a été introduite, Serge Ntieka est là, et tant d'autres. Le professeur Tshilomba ne sera pas indemne. Je suis en copie. Hein. Non, il y aura une conférence de presse des restitutions des actions qui ont été menées pour la session du mois de mars, mais aussi l'an 1 du bureau. Je suis de ceux qui feront, également, qui doivent faire la pression, parce qu'on doit se le dire, ça ne servira à rien du tout si les parlements travaillent effectivement, s'il faut compter l'an 1 du bureau sur 10, c'est combien sur 10, objectivement? Bon, c'est-à-dire, ça dépend, mais moi, je vais dire l'an 1 de ces bureaux est largement positif. Pourquoi? Vous n'avez qu'à voir la ligne sur des questions législatives, sur les questions liées à la diplomatie parlementaire, sur les questions liées également à la production parlementaire, sur les questions liées même au contrôle à la dernière minute. Vous n'avez qu'à voir les candidats. J'ai dit, non, à la dernière minute, on a essayé de convaincre ceux qui ne croyaient pas. Vous que vous donnez pas trop là, des séances plénières qui non, pour bouffer l'assiduité. Je l'ai dit, une fois de plus, revoyez les annales également de notre histoire parlementaire. Il n'a pas eu, une fois de plus, des questions liées au contrôle parlementaire qui a battu, une fois de plus, les records. Laisse-moi recevoir les Quinois, c'est rendez-vous de Quinois. Jean de la Ville. Bienvenue Serge. Merci de l'invitation. Salutations aux amis sur ces plateaux. Très bien, merci. Heureux d'être là dans cette chaîne qui prend l'unité du Congo. Très bien. Vous avez une entrée avant d'entrer le vif du sujet ou comment? Non, j'allais dire dans 2-3 jours, ça sera l'indépendance nationale. 65 ans de l'indépendance. Nous sommes partis. Le lundi, hein? Bien sûr. Nous sommes partis d'où? Moi, c'est plutôt un coup de gueule. Qu'on arrête d'ascenser les gens. Quand ça marche, c'est à l'avantage d'une personne. Quand ça ne marche pas, c'est tout le monde. Quand le gouvernement accomplit, le gouvernement c'est un tout. Le gouvernement c'est un corps, c'est une équipe. Aujourd'hui, nous avons atteint un budget très élevé. Le ministre des Finances a abattu un travail fantastique avec le Fonds monétaire international qui nous vient en aide à travers 2 programmes avec presque 3 milliards de dollars d'appui budgétaire. C'est fantastique. Mais toujours dans ces mêmes gouvernements. Quelqu'un dit que quand l'argent arrive, on se les partage d'abord et puis on verra le projet. Oui, mais justement, c'est dans ce contexte-là où on fait l'angélisme, mais on ne se rend pas compte que la mégestion. Je ne sais pas par quelle magie, ça il faut vraiment saluer l'efficacité, la perspicacité des Doudou Fouamba, de convaincre les partenaires du Fonds monétaire international, alors que la gestion financière est scrableuse. C'est dans ce domaine-là des finances qu'on trouve des cadavres dans le tiroir. Donc, on doit être un peu tempéré. Quand on regarde la vie sociale aujourd'hui, sortez, regardez comment nous circulons, comment nous mangeons, comment on se fait traiter. Est-ce qu'il y a de quoi être fier 65 ans? Moi, j'ai fait une analyse, je dirais, citoyenne. 65 ans. En 1960, c'était comment? On sortait de la colonisation, de tout ce que nous avons, nos ancêtres ont refusé, le Lumumba en sont morts. Mais aujourd'hui, est-ce que ces gens-là méritaient de mourir pour ce pays? On est incapable d'arranger la circulation. On casse à Kitambo magasin pour arranger les trains, mais ici à UTEX Afrique, on est en train de construire à moins de 10 mètres de trains. Alors, est-ce que... Et c'est les ministères des affaires foncières. Mais ça, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est un tout qu'on cesse d'ascenser, parce que quand ça ne marche pas, c'est comme dans une équipe. Hein. Quand la média ne marche pas, c'est l'équipe qui perd à la fin. Donc, on doit... les membres du gouvernement sont tenus par une exigence de solidarité. Et quand ça marche, nous devons le dire, mais avec modestie, parce que le retomber sur la vie sociale, ce n'est pas automatique. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Très bien. Alors, maintenant... On va parler de l'accord qui a été signé hier, vendredi 27 juin à Washington, sous l'égide
des États-Unis. L'accord stipule qu'il y a des engagements et non retrait, parce que certains disent que le désengagement est globalisant, c'est-à-dire que le Rwandais doivent retirer leurs troupes dans le désengagement, le Rwandais doivent accepter le rapatriement des FDLR qui sont réfugiés ici au Congo, mais également la RDC doit aussi participer à la taille de ces FDLR qui constituent une dangerosité pour Kigali, comme à Libye toujours avancé par le Paul Kagame. Alors, Assis Traoré, dans tout ça, que gagne réellement le Congo? Parce que vous avez suivi depuis ce matin dans la toile les réactions. C'est comme si on était dupé, c'est comme si on était roulé de la farine. Est-ce que tu penses que la RDC est gagnante dans cet accord entre nous et le pays agresseur, le Rwanda? Bon, je réponds tout de suite oui, mais comprenez que les gens sont libres d'émettre des avis. Après la signature d'un tel accord, d'une aussi haute portée, comprenez que juste après, c'est la foire, hein, c'est la récréation, les avis, les analyses fusent de partout. Chacun dessert dans sa manière. C'est un accord d'une très haute portée. Déjà au niveau international, les réactions fusent de partout. Mais ici aussi, localement, comprenons que les gens doivent parler. Ouais. Cependant, de mon point de vue, j'estime qu'il faille regarder la position de chacune des parties avant la signature d'accord. Ouais. Quelle était la position du Rwanda? Le Rwanda, c'est l'agresseur. Il vient, il fout la pagaille, il vole, il pille, il ramène chez lui. Ouais. Quelle a été la position de la RDC avant la signature de cet accord? C'était que nous sollicitons la paix, nous voulons la paix. Ouais. Nous voulons que les troupes rwandaises se retirent, nous voulons que la guerre cesse, ouais. Nous voulons que les réfugiés congolais qui sont ça et là reviennent chez eux, et ainsi de suite. Maintenant, pénétrons l'accord. Ouais. Si du point de vue de cet accord, ces aspirations congolaises sont-elles rencontrées, oui ou non? À la signature de cet accord, la paix reviendra-t-elle, oui ou non? Je réponds oui. Mais quand? Si je réponds oui, ça veut dire que c'est 1-0 de la part de la RDC. Mais Nanga vous dit qu'il est encore à Goma aujourd'hui. Kabila vous dit qu'il est encore à Bukavu aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui n'a pas bougé. Ah, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a, comment dire, cet accord dispose des délais qui ont été accordés à chacune des parties pour mettre en branle telle ou telle autre disposition. Nanga et autres, nous savons que ce sont des, comment dire, des lieutenants qui reçoivent des ordres venant de quelque part. Ouais. Et que par conséquent, si la haute hiérarchie, si les hauts sommets décident, eux, qu'ils soient d'accord ou pas, ils vont finir par s'exécuter. C'est vrai qu'ils peuvent râler, ils peuvent broncher tel qu'ils le font là, mais vous allez observer que d'ici 1, 2, 3 mois, vous verrez que chacun va emballer les clics et les claques et s'en aller. Nanga et les autres, chacun prendra une direction. Je ne sais laquelle, mais au moins vous allez l'observer. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, mais évidemment, il y a un délai pour pouvoir, même pour un désengagement, il y a du temps qu'on accorde à ceux qui doivent désengager pour que la logistique et autres soient rassemblées. Donc, je parlais tantôt du retour de la paix, je parlais du retour des réfugiés congolais qui doivent retourner dans leur pays. Ça, c'est un ouf de soulagement, et pour le gouvernement, et pour eux, les réfugiés. La mise en œuvre. Mais justement, oui. L'accord a, je crois, 7 ou 8 points, je crois. 7 ou 8 points. 70 pages. 8 ans, voilà, très bien. C'est 8 points. Parmi les 8 points, il y a un point qui, justement, table sur le rapatriement des réfugiés, réinsertion, et ainsi de suite. Oui. Mais ceci se fera en fonction d'un comité. Il y a un comité de suivi qui va être mis en place. L'accord le recommande. Et ce comité, c'est lui qui aura pour tâche de la mise en place d'un chronogramme qui devra établir quand est-ce qu'on s'attelle sur telle situation, quand est-ce que... Tout est prévu, tout est prévu. C'est prévu. Seulement. Bon, maintenant, je veux savoir comment ça va se passer. On va envoyer une artillerie lourde de logique à Nanga et Kabila, comment ça va se passer? Ça, en fait, il est de notoriété publique internationale que Nanga n'est pas arrivé à Goma par sa propre volonté, par sa propre force. Nanga a été soutenu par quelqu'un qui a fait que Nanga arrive jusqu'à Goma. Quand est-ce que Nanga a recruté les troupes? Quand est-ce qu'il les a formées? Il les a eu où? Nous savons d'où viennent les troupes. Par conséquent, si c'est lui qui fournit le pourvoyeur en troupes et en armes et
que sais-je encore, si celui-ci, comment dire, décide d'arrêter de fournir, eh bien, Nanga n'aura qu'à observer les décisions de la hiérarchie. Nanga va finir par se retirer sans qu'il y ait une seule balle qui va être tirée. C'est ça, en fait, le point fort de l'accord, c'est là d'ailleurs. On dit des engagements. J'entends Olivier, comment il s'appelle encore, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Voilà. Et certains compatriotes aussi dire mais pourquoi ce n'est pas écrit noir sur blanc que le Rwanda. Mais écoutez, mais le Rwanda a quand même apposé sa signature sur un document qui préconise le désengagement. Donc le Rwanda accepte le désengagement. Mais il va désengager quoi? S'ils n'ont pas de troupes ici en RDC, il va se désengager comment? S'il n'a rien à foutre en RDC, s'il continue dans cette rhétorique-là, comme quoi ils n'ont pas de présence en RDC, mais pourquoi vous acceptez d'apposer votre signature sur un document qui préconise le désengagement? Très bien, vous allez désengager quoi dans ce cas? Vous voyez que c'est juste une rhétorique de négociation, une rhétorique de négociation que beaucoup connaissent d'ailleurs. Ils ne peuvent pas avouer publiquement qu'ils sont présents en RDC. Et cependant, ils reconnaissent tacitement que nous y sommes quand même. Nous allons, ce qu'eux ils appellent les mesures de défense que le Rwanda fait. En réalité, ils sont présents en RDC. Mais parce qu'ils ne peuvent pas l'avouer clairement, dans le cadre de ces négociations, ils vont y aller par des langages détournés. C'est comme ça que moi je pose cet argument-là à ceux qui estiment que ce n'est pas écrit noir sur blanc sur ce document que le Rwanda va retirer. Autre facette de la question est celle-ci. On parle des minéraux. Les États-Unis s'investissent, parce qu'en revanche, ils ont comme dividende des mines. Et maintenant, dans tout ça maintenant, en échange, qu'est-ce que nous gagnons en fait, à part la paix? Parce que c'est les minéraux, c'est des milliards. Oui. Déjà, il faut mentionner qu'il ne s'agit pas d'un seul accord. Il s'agit de deux accords différents. Celui que vous venez de mentionner est un deuxième accord entre la partie congolaise et les États-Unis d'Amérique. Mais celui qui a été signé hier, c'est entre le Rwanda et la RDC. Mais déjà, du point de vue de la paix, restons d'abord sur le précédent accord dont on était en train de parler ici. Du point de vue de la paix, on est obligé, on est contraint de discuter avec le Rwanda. Contraint. Il y a des choses qu'on partage. Tel que le lac Kivu et autres. On a beaucoup de choses qu'on partage. On doit. Moukoga a dit, mais il ne faut pas qu'on puisse, au nom du pardon, de faire la prime à l'impunité. Des millions de morts. Je suis d'accord sur cet aspect-là. Mais l'accord est clair là-dessus. L'accord est très clair. Revenons d'abord sur le oui ou non. On doit discuter avec le Rwanda, on doit coopérer. La coopération économique que préconise l'accord rentre justement dans la logique que Tshisekedi avait dès son arrivée au pouvoir. Cette logique d'ouverture. Vous vous rappellerez que Tshisekedi a proposé des accords économiques à Kigali, à Kagame, sur comment dire, le traitement de l'or et patati patata. Il y avait des accords comme ça économiques, et c'était ça la politique de Tshisekedi, laquelle prônait l'ouverture avec les voisins, des accords, des échanges économiques. N'est-ce pas que c'est ce que cet accord préconise? Donc Tshisekedi a eu raison. À part ça, j'étais tantôt en train de parler de ce que nous avons en commun avec le Rwanda. Et c'est pareil avec d'autres pays dont nous partageons les frontières. Il y a des choses qui nous imposent de collaborer. Voilà, donc il y a des choses que nous avons en commun, mais qui nous imposent de collaborer. Et on doit collaborer. Ce n'est pas parce que le régime de Kagame vient nous embêter que pour autant, si un autre Rwandais arrivé au pouvoir après Kagame, on ne va pas collaborer. On serait peut-être en odeur de cet état avec celui-là. Mais si avec Kagame, je constate que moi, de mon point de vue, je constate que Kagame est revenu à la raison, parce que ce que préconise l'accord, c'est exactement ce que Tshisekedi lui avait proposé bien avant. Mais maintenant, vous voyez Kagame revenir et apposer sa signature. Pourquoi? Parce que c'est sous la contrainte. Parce que Trump s'est impliqué. Donc, pour revenir au deuxième accord, je veux dire quelque chose sur le deuxième accord. Les États-Unis, c'est vrai, ont des intérêts ici en Afrique, dans la sous-région de Grand Lac ici. Les États-Unis ont des intérêts en tant que superpuissance. Ils ont besoin de venir être présents ici économiquement, militairement. Ils ont besoin de faire des affaires ici. Et nous avons ce qu'eux recherchent. Absolument. Nous en avons, mais nous ne savons pas les transformer. Quoi de plus normal que de vendre à ceux qui peuvent transformer, pour qu'ils nous donnent la contrepartie. On extrait ici pour transformer au Rwanda. C'est pas faire gagner quoi à l'agresseur. Non, on extrait ici chez nous. Non, attendez. Ça, c'est pas le problème du Congolais. Le Congolais, quand il veut vendre la matière première qu'il a,
en contrepartie de ceux qui peuvent venir résoudre les problèmes sociaux des Congolais, les problèmes de l'armée, les problèmes des fonctionnaires, et ainsi de suite. Si les États-Unis qui achètent décident de les transformer chez les voisins, ce n'est pas le problème du Congolais. Ah, ok. Oui, tu vends, tu obtiens ce que tu veux. Ça s'arrête là. Merci. Les États-Unis peuvent les transformer. C'est leur, quand vous leur vendez, ça devient leur propriété à eux. Ça devient leur propriété à eux. C'est eux qui jugent de où avec qui ils vont traiter, avec qui ils vont faire des affaires. John Cabeston, dans ce deal, est-ce que l'RDC n'a pas été dupé, comme pense Achille Kadima par exemple? Je ne pense pas. Quand on dit également la dipérie, vous devez savoir les concepts pèsent lourd, en termes également ce qui concerne le droit international, mais aussi en diplomatie. Donc quand vous parlez d'hypérie, c'est qu'il y a eu dol, erreur, ainsi de suite. Parce que Kabila, ce matin, tu t'as dit que c'est juste un accord commercial, pas un accord de paix. Non, attendez, il y a peut-être... Bon, c'est-à-dire que là, vous allez encore aborder la question... Je rentre d'abord dans la question fondamentale. Et ce qui est vrai, c'est d'abord un accord qui revient d'un processus. Peut-être les gens oublient. Le 15 décembre 2024, il y avait déjà un avant-projet qui devait être signé à Luanda. Et c'est à la dernière minute que la partie rwandaise, dès qu'elle a constaté que non, il y avait des incises liées également à leur désengagement, à leur responsabilité, ils ont fait carrément ce qu'on appelle aux abonnés absents. Au mois d'avril, les partis, les experts sont revenus exactement pour renégocier le travail. Parce que nous sommes ici dans le mécanisme de résolution des conflits et pour ceux qui n'ont pas parlé moyens pacifiques et même tenus. La réalité est simple, c'est un accord qui a été d'abord étudié par les experts. Le premier point. Ça ne se fait pas dans le média. C'est également les experts dans tous les domaines sur le plan économique. Si vous allez voir, quand je fais l'analyse, il y a l'aspect humanitaire qui ressort, l'aspect sécuritaire, l'aspect économique et aussi à côté également l'aspect lié à l'accompagnement. Parce que tout analyste est averti également sérieux, c'est dès qu'on a ce qu'on appelle un accord qui regroupe ces aspects-là, on ne peut pas parler d'une dipérie. Dans la profondeur, la RDC a gagné. A gagné. Peut-être pour l'instant, pour les uns, ce n'est pas encore suffisant, mais la RDC a gagné. Vous n'avez qu'à voir. D'ici moi, Bertrand Bissimois a parlé hier, après la signature de l'accord, il dit que... c'est un coup de théâtre. Coup de théâtre, ça ne les concerne pas, et vont continuer leur lutte sur Kinshasa. Je l'ai dit, soyons sérieux d'abord. Depuis Luanda, sous l'égide exactement de Joao Lourenço, on avait parlé la question, j'ai même eu à soulever la question liée à la réqualification, la problématique sur la nature même ou la qualité des M23. C'est-à-dire l'accord, le processus de Luanda, ignorait, je dirais totalement, ces groupes paramilitaires qui a équimé également notre population. Pour dire d'une manière ou d'une autre, les M23, pour l'instant, tout ce qui est comme leader n'ont rien à parler par rapport à cet accord parce que rien à parler. Je vous l'ai dit, si les M23 parlent, on doit aussi donner la marge au FDLR. C'est ça la logique. Parce que l'accord évoque les M23 et les FDLR. Et on a mis l'égide les deux États directs. On a tenu la RDC devait participer au désengagement, à la neutralisation des FDLR. Le Rwanda devait faire de même. Et sous l'égide des ISA. Peut-être les gens pensent que peut-être... Le gouverneur de l'Ordre qui vous dit ceci, il dit comment est-ce que les FARDC seront obligés de traquer les FDLR qui sont censés être plus efficaces qu'eux, qu'elles plutôt. Je ne pense pas, ce sont les avis qui divergent, mais la réalité est simple. Les gens ne doivent pas se détourner. Cet accord ici a été signé sous l'égide des ISA. Mais à côté, il y a eu l'accompagnement également de ce qu'on appelle toutes les organisations sous-régionales et même internationales ou africaines. Vous avez vu, l'Union africaine est dedans. Ça rejoint la résolution également 2773 qui avait dit on doit résoudre le conflit par des mécanismes régionaux. Voilà l'analyse la plus sérieuse d'abord sur le plan diplomatique. Deuxième élément, quand on va dans des déclarations qui fissent de gauche à droite, si la RDC a été dipée ou pas, vous ne devez pas oublier que le monde évolue. Nous avons évolué dans ce qu'on appelle, je vais parler ici de la diplomatie classique. Pour l'instant, nous sommes dans une forme de diplomatie commerciale économique où il y a d'autres qui disent la diplomatie d'échiquier. C'est-à-dire, on cherche ou d'échiquier. C'est-à-dire, on cherche là où il y a des frais, là où il y a des capitaux. On peut faire également les deals, permettre aux deux parties, pour dire, c'est-à-dire win-win, gagnant-gagnant, chaque partie devait se retrouver. Pour l'instant, politiquement, je pense au moins cet accord a déçu beaucoup de Congos
des Congolais, des détracteurs, qui voulaient qu'on puisse continuer dans cette logique également à tout prix, sanguinaire, ainsi de suite. Diplomatiquement, pour l'instant, on s'est rendu compte qui sont les vrais amis du Congo, qui s'est caché derrière également le Rwanda. Mais pour vous dire, dans l'analyse, vous n'avez qu'à voir, les lignes ont bougé. Parce que bien avant, les Rwandais... Je vais vous poser la question, vous n'avez qu'à voir l'analyse pour ces 3-4 ans ici. Le Rwanda n'a jamais accepté de paraffer. On paraffe, on négocie, on paraffe et on signe. Oui, c'est positif, oui. En droit diplomatique et consulaire, et si vous allez voir les 3 opérations, ont des significations. Ce n'est pas au maintenir. Pour dire de manière assez concrète, la RDC n'a pas été dipée. Ce qui revient peut-être à la partie congolaise après la signature de cet accord, de faire les suivis pour que le point mentionné soit respecté. J'ai aimé, il y a une partie, on a dit que c'est une des parties qui ne respectera pas l'accord, va subir également les conséquences également tenues. Là, c'est également la supervision. D'une manière ou d'une autre, il fallait d'abord, à mon humble avis, il fallait signer cet accord. Et la deuxième étape qui suivra, c'est faire le suivi également de points référentiel par rapport à cet accord et savoir comment nous pouvons également marcher pour essayer de favoriser la coopération sur le plan bilatéral et puis trilatéral, parce qu'il y a une réalité. Avec cet accord, le premier point d'abord, c'est on a mis le point sur les 3 acteurs, la RDC, le Rwanda et les ISA. Il y a un élément qui garantit la coopération entre la RDC et les ISA. À côté, on veut renforcer les retours également de cette coopération avec les Rwandais, mais les tout supervisés, suivis par les mécanismes régionaux. Pour l'instant, je veux le dire, on n'a également à se contenter d'abord de cet accord, d'ouvrir, bon, comme on dit également, l'œil, pour essayer de faire le suivi de chaque détail. Parce que ce qui est le plus important à suivre pour l'instant, c'est d'abord des questions humanitaires. Vous savez, actuellement, on a plus de 7 millions également de réfugiés. On a plus de 70 000 également déplacés internes. C'est d'abord sur le plan humanitaire, permettre à ces populations de revenir, d'évacuer leurs occupations. Et puis deuxièmement, qu'on puisse au moins surveiller. On ne peut pas brader. J'ai suivi d'autres qui disent on a bradé des minéraux pour essayer peut-être de remettre en cause les générations. Les minéraux à 500 milliards de dollars. Mais nous sommes dans un monde de désaccord d'une manière ou d'une autre. Qui a évalué cela? Et puis deuxièmement, tout celui, moi je l'ai dit, je fais partie toujours de ce qui concerne au moins les contrôles citoyens. Tout celui qui sait qu'il a des informations, quoi que ce soit. Parce qu'après la signature de cet accord, ce n'est pas la fin. Hein. Ce n'est pas la fin. Le gouvernement reste très ouvert et même les 2 chambres du Parlement pour essayer de faire le suivi des mécanismes. Parce que bien avant... On n'a pas mis le cheval avant les bœufs. C'est-à-dire... On n'aurait pas dû d'abord faire adopter cet accord. Très belle question. Avant d'aller Très belle question également, cher Freddy. Je rappelle juste, c'est peut-être les gens ont oublié. Nous sommes au mois de juin. Ouais. Lors du début de la session du mois de mars, il y a eu ce qu'on appelle les mécanismes liés aux travaux pour donner les orientations, la position du Parlement par rapport également aux affaires et à la démarche démocratique et plutôt diplomatique de la RDC. Il y a eu toute une semaine où on a demandé et les députés et les sénateurs de travailler sur l'ensemble des 2 chambres et l'ensemble des résolutions ont été envoyées au chef de l'État, débattues au Conseil des ministres et ça a donné des références, maintenant à l'équipe qui est allée négocier, signer quant à c'est pour faire également la mention. Il y a des nuances. Il y a des travaux qui se font également séance tenante, c'est-à-dire qui sont assortis d'une résolution au Parlement, on vote une loi. Il y a aussi les mécanismes quand on parle des directions ou également d'orientation politique, parce que les gouvernements, avant de contracter ou de signer quoi que ce soit, consultent le Parlement. Vous n'avez qu'également à lire les mécanismes de collaboration. Le Parlement, le Parlement a donné l'attendement ou l'observation de ce qu'on voit par rapport à ces conflits. Il y a eu des résolutions sur le plan politique, humanitaire et diplomatique qui ont été données, et même des critiques. Vous avez suivi également les débats qui ont suivi. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la fin du monde, c'est-à-dire tout est maintenant rose. Je ne suis pas aussi d'accord. Assez qui pensent que non, c'est-à-dire on a tout dipé. Pour l'instant, je vous dis, c'est ce qu'on appelle un grand tournant, une grande avancée pour la RDC d'abord, et puis ça a consenti les actions menées. Également consenti du côté des chefs de l'État et tant d'autres venus. Donc à saluer, parce que si nous, on ne salue pas, le monde qui nous regarde déjà l'a fait bien avant, à moins qu'on soit inconscient. Alors, dis-moi, Kika Bilkarou dit ceci, qu'on ne peut pas vendre les minéraux du Congo sans l'avis des autochtones.
et les chefs coutumiers, raison pour laquelle le Kabila est en train de consulter toutes les souches sociales du Grand Nord et du Kivu. C'est comme si Kinshasa a voulu juste se protéger pour barrer la route à l'avancée de la rébellion. Quand le président Kabila avait négocié les contrats chinois, il avait consulté quel chef? Je pense que des fois, on ne doit pas perdre du temps. Hein, que l'ambassadeur Kikaya, c'est un monsieur très intelligent, avec beaucoup d'expérience et que nous respectons. Mais à un certain moment, je l'ai dit, qu'on arrête de prendre les enfants des bons dieux pour des idiots. Ils ont été aux affaires, ils ont signé pas mal de contrats. Un contrat éminemment léonin, qui a bénéficié beaucoup plus aux particuliers qu'au pays. Ils ont consulté quel chef? Quand ils ont signé les accords avec les Chinois, les particuliers chinois, combien de chefs, quels représentants des chefs coutumiers ont signé? Donc là, il n'y a pas de discussion, quoi. On ne perd pas le temps. Alors, tout ça maintenant, quels sont ceux qui pensent que quelque part il y a un souci dans la gestion, dans la négociation de ces accords, dans la mesure où hier, les gens ont analysé les images, la gestuelle des gens qui étaient dans la salle, comme si l'égalité plus du côté rwandais. Comme si nous on s'est contenté du peu, bon, c'est pas un peu la paix essentielle, hein, qui met contre la Plaçons-nous au départ de l'action. Hein, plaçons-nous au départ de l'action. Je dirais avec la chanson d'Ismaïlo, une chanson que j'aime beaucoup, c'est que tu n'as pas défendu avec des armes et ne crois pas les garder avec tes larmes. Nous avons raté une occasion en Nord d'imposer notre tempo. C'est vrai qu'on devait finir par négocier avec le Rwanda parce que, si cela dit, nous restons éternellement voisins. Il y a des choses qui ne bougeront pas. Le lac Kivu ne bougera pas, le Rwanda ne se déplacera pas, les deux peuples resteront là à se marier, à commercer. Et tu fais bien à Kigali. Tu en sais quelque chose. Hein. Tout à fait. Ouais, mais je sais des comment moi. Mais je parlais des saucisses, hein, des saucisses. Je parlais pas d'autre chose. Bon, parenthèse. Bon. Alors, voilà. On a perdu l'occasion d'imposer notre tempo, d'aller avec nos desiderata dans la discussion. On a vu comment on a tourné pratiquement le Congo à bourrique ici. Le président de la République s'est déplacé en dernière instance à Luanda. Kagame n'est pas venu. Oui. Il lui fallut que Doha appela pour que les deux présidents ne se déplacent. Pas les deux, parce que les nôtres se déplacent toujours. Kagame se déplace. Mais pourquoi Kagame s'est déplacé? Et une vérité en filigrane est que il y a eu des intérêts économiques des Qatar qui ont imposé à M. Kagame d'aller là-bas. Rwandais, tout ça. C'est-à-dire que tout ce que les Africains, le Lorenzo, le Obasanjo, tout ce que les EAC ont fait ici, même l'Afrique centrale avec le président Sassou et les autres, ça n'a pas bougé. C'était irrespectueux au point où Jean Lorenzo a jeté l'éponge avant que les Togolais forts puissent prendre le relais. Donc n'oublions pas tout cela. Et ils vont à Doha. Qu'est-ce qui sort? Discussion en tête à tête entre les deux présidents, discussion entre les gouvernements et le 1-23. C'est que Kinshasa avait refusé. Ouais, au départ. Et là, il y a eu des spécialistes qui ont travaillé et on vient de signer quelque chose. On a signé quoi? On a entériné tout ce que nous avons refusé. On nous impose, non, on parle d'abord de l'accord. On nous impose de démobiliser les FDLR. Mais on l'a toujours dit ici. Ils ont quel âge aujourd'hui, les fameux FDLR? Mais pourtant, les Rwandais sont bien à Goma, pourquoi ça va les démanteler? Même au-delà de ça, même si ça devait exister, même si ça devait être leurs enfants ou leurs arrière-petits-enfants, quel est leur impact en rapport avec la sécurité du Rwanda? Ces groupes-là ont commis quel crime au Rwanda? On nous impose, nous, j'ai dit imposer à travers ces documents, d'accepter. Et on nous oblige, là,
le mot a été, la phrase a été dite d'une certaine façon, d'éviter tout discours de haine. Quand Cissé vient dire ici que ces gens ou n'importe quel journaliste, on n'aime pas ce que le Rwanda fait ici, le Rwanda tue, ça c'est le discours de haine. Le Rwanda soutient le M23, est-ce que AFC, ça c'est un discours de la haine. Tu veux dire que les États-Unis ont eu un penchant pour le Rwanda contre le Congo, comment? Non, non, le problème est qu'on est en face d'un businessman. Ouais. Les États-Unis, Oui. Donald Trump, il a besoin de commercer. Mais comme ils sont tenus par des règles d'éthique, d'une certaine façon, ils veulent faire les choses autrement. Que le Rwanda transforme nos minéraux aujourd'hui, ce n'est pas leur affaire. Ils n'ont qu'à faire de nous. Parce qu'ils nous demandent, ils ont dit au préalable que les discussions de Doha doivent continuer et que tous doivent apporter de soutien. Ce n'est pas cet accord-là qui conclut tout. L'accord renvoie à tout ce qui a été fait à Doha et dans toute la sous-région aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. On nous renvoie. En clair, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Que nous allons parler avec Nanga, nous allons parler avec les Bissimois, nous allons parler avec tous ces gens-là. En vue de quoi? Intégrer les services de sécurité et de police, mais au cas par cas. La nuance. Le brassage, quoi. Mais au cas, cette fois-ci, ça ne sera pas groupé, mixage, malaxage et tout ce que vous voulez, et comme on ferait les foufous, mais on va traiter cela au cas par cas. Donc, quelque part, ça voudrait dire quoi? On veut formaliser d'une certaine façon. D'une certaine façon, c'est que le Kinshasa a toujours refusé. Mais avec quel objectif? Le plus grand objectif, c'est la paix. Qu'on arrête le massacre. Que les populations qui ont été déplacés, on parle de 6 millions, 7 millions, qui puissent revenir dans leur milieu de vie. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? La question qu'on doit se poser. Si la vie des Congolais vaut quelque chose, je pense que si cela peut aider, qu'on puisse vivre en paix, je crois que ça peut valoir la peine. Mais à condition que nos dirigeants, moi je ne parle pas des autres, je ne peux pas ici essayer d'analyser sur la bonne foi des Congolais, la bonne volonté des Congolais. Que nos dirigeants soient sérieux dans les négociations qui se passent là, qui fassent en sorte que les intérêts du Congo soient défendus. C'est-à-dire que nous avons... je revenais d'un déplacement à l'extérieur du pays, je rencontrais une diaspora congolaise en France, des associations de médecins, des juristes, des professeurs, des entrepreneurs. Mais quand on parle de notre diaspora, on parle des warriors et des Gaulois. On parle de la musique. Mais est-ce qu'on a déjà cherché à identifier la crème que nous avons de gens qui peuvent apporter une valeur ajoutée à ce que nous faisons ici? On se contente des amis, on se contente des membres de famille, on se contente de tout ce qui ne correspond pas aux besoins du Congo. Allons-y chercher là où se trouvent les savoirs, parce que c'est seulement les savoirs qui peuvent nous sauver. Nous avons des Congolais dignes, qu'on prenne des compétences, qu'on les mette là où ils peuvent travailler, de manière à ce que nous commencions un peu à relever la tête en nous disant que nous sommes les grands Congos, ce n'est pas seulement par rapport à la superficie, ce n'est pas seulement par rapport au nombre, mais si nous sommes nombreux et sans qualité, on représentera quoi par rapport à un petit pays qui aura toutes les compétences? Donc on fasse très attention. L'angélisme et le fanatisme ne va pas nous aider si nous ne sommes pas sérieux par rapport à nous-mêmes. Prenons les gens qui peuvent faire des choses pour le pays, mettons-les là, et les autres seront là à côté pour faire ce qu'ils savent faire, et ils savent bien faire. Est-ce le moment de jubiler de la mesure où j'ai vu Mbika faire un tweet là comme quoi, pendant qu'on signe à Washington, Kabila consulte à Bukavu, comme quoi, selon Steve Bikai, Trump, je m'en fous de toi, même ça le Rwanda, moi je fonce sur Kalemi, Lumbashi, là-bas. Et dans tout ça, que devient le dialogue au format SCC5, tout ça. C'est une forme de distraction. Moi je pense que faire un focus sur Kabila aujourd'hui... Mais il est là, il est en rébellion, il est là. Je suis en train de m'exprimer. Oui. Faire un focus sur Kabila aujourd'hui, c'est nous détourner de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais qui traite avec les États-Unis et le Rwanda, n'est-ce pas? Et quand j'ai lu l'accord là, je vois nulle part où on a mentionné
le président Kabila. Non, il ne va pas mentionner. Alors, si l'honorable Mbika, il pense que lui, pour se faire entendre, doit nous détourner notre attention vers ça, moi je dis une distraction. Mais l'accord lui-même exige à ce que nous puissions, nous, soutenir ce qui s'est passé à Doha. Est-ce que le processus des 5 ans, qu'on les aime pas, ne va pas dans ce sens-là, parce que nous allons vers les dialogues. Après avoir dit tout ce qu'on pouvait dire sur les tandems SSC 5 ans, le président de la République a fini par le recevoir. Alors, je suis en train de parler, je discute pas avec toi, Chiyoyo. Le président de la République, contrairement à certains turiféraires, des gens qui sont spécialistes dans des paroles qui font mal, je le dis poliment, ont vu le président recevoir 5 SSC. Le président peut enjoindre, mais l'initiative ne vient pas du président. Le président, je pense que ne peut pas pousser les gens à entrer. Le président a proposé à ce qu'on approfondisse. Donc, il y a des experts qui vont discuter avec un SSC5, mais il ne va pas obliger à ces gens-là de les intégrer. Si on doit élargir, ce qui n'est pas impossible, ça sera dans un cadre de concertation. Et là, moi, je voudrais rappeler aux Congolais, aux compatriotes, que si une initiative vient du Congolais, pourquoi on doit les fouler aux pieds? Parce que quand Obasanjo vient ici, quand Faure vient ici, ils ne disent que, en d'autres mots, c'est que les Congolais de l'SNC et de la Cinco... C'est pas de l'agenda aussi, hein. Vous avez suivi qui c'est le pasteur ici, Kakenza, dire que là, tu as entendu lui parler. Ça, là, c'est pour Tshisekedi. Donc, nous, pour écouter Cholé, on doit l'apprendre par Kakenza. Parce que quand Cholé a parlé, nous, on n'a pas entendu. Écoutez, arrêtez de nous foutre de nous. Nous ne sommes pas des chrétiens, des Kakenza ou de l'époque. Pardon, je finis en disant, la guerre des religions n'a pas lieu d'être ici. Non. Ces gens-là ont réfléchi en congolais, au-delà de leur stature d'homme d'église. Libre aussi, hein, les autres pasteurs avaient aussi la latitude de refaire. Pourquoi ils n'ont pas anticipé? Parce que les autres ont commencé depuis 2001. Ils ont proposé quoi? C'est facile de venir détruire ce que les autres proposent. Mais les Kakenza et consorts, ils ont proposé quoi? Quel plan vous apportez? Au lieu de prendre ce qui est proposé, même l'élargir, même intégrer. Mais nous sommes là pour détruire. Et puis vous voyez, en dernière instance, le chef de l'État le recevoir et vous êtes désarçonné. Vous ne vous retrouvez plus. Quel discours? Alors, mais quand ça vient de Obasanjo, quand ça vient de Nyasingwe, et on est prompt à écouter. Ça, c'est le Congo bashing. Le Congo bashing, c'est qui tue le Congo, à mon avis, c'est ça. On ne s'accepte pas, on ne s'aime pas. Maintenant, juste un petit point. Il y a un travail qui a été bien fait. Est-ce que, comme nous réussissons aujourd'hui que ça a été bien fait, est-ce qu'il y a de quoi donner un prix Nobel de diplomatie à Mme Kayikwamba Thérèse Wagner? Parce qu'il faut, disons-nous qu'il a été à la hauteur de sa tâche quand même, n'est-ce pas? Bon, écoutez, c'est vrai que... Il y a des résultats qui sont là. C'est vrai que l'action gouvernementale est collégiale, mais aussi individuelle. Exact. Mais aussi individuelle. Donc, il faille de temps en temps s'arrêter sur les animateurs de portefeuille de façon individuelle, voir les performances, voir les performances de chacun des ministres. Tout à fait. Ce n'est pas ça à faire le cul de la personne. Non. Hein. Quand quelqu'un réussit, il faut l'encourager à réussir davantage. C'est ce que ça signifie. La dame, je vois, elle est partout, tout sur la toile, les réseaux sociaux, ça ne parle que d'elle. Mais justement, il faut encourager une femme comme ça. Comment dire, c'est une première dans notre gouvernement. Qu'il y en ait une, je crois même aux affaires étrangères, je crois que c'est la première femme. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Il y a eu déjà Ekila. Bon, avec une telle perspicacité, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, mais on tire notre chapeau à cette dame qui réussit quand même. Ceci dit, il faut dire que les performances que la dame, Wagner, la dame que Wagner affiche publiquement est le fruit des équipes, des experts qui travaillent en coulisses, dans l'ombre, y compris de la présidence, de la primature, de son ministère, et ainsi de suite. Il y a de nombreux Congolais qui participent au travail qu'elle porte au niveau international. Ceci dit, si on tire le chapeau,
c'est indirectement à ces autres Congolais qui sont dans l'ombre, qui contribuent. Sans oublier les grands diplomates aussi, c'est le chef de l'État. Ah, très bien. Le diplomate en chef même, c'est le président de la République. C'est lui qui, évidemment, étant donné que l'article 213, si je ne m'abuse, lui donne le pouvoir de pouvoir négocier les accords internationaux et que le gouvernement conclut. C'est là justement un bémol que je devais, comment dire, mettre. J'entends, il y a des débats partout, dans tous les sens. Cet accord qui n'est pas passé par le Parlement, et ainsi de suite, il faut l'abroger. C'est un principe sacro-saint que, avant toute ratification, le Parlement a un mois donné sur les orientations et tout ça, suivre tout ça. Bon, ce que je sais, c'est que l'article 213 donne au président de la République le pouvoir de négocier les accords et au gouvernement de les conclure. Et c'est ce gouvernement qui en informe le Parlement. Point. C'est ce que dit l'accord. Donc le gouvernement, après avoir conclu, il y a plusieurs types d'accords. Mais pour ce qui concerne ces types d'accords, le président de la République négocie, le gouvernement conclut et en informe le Parlement. Point. Mais évidemment, il y a d'autres types d'accords qui doivent passer par le Parlement. Ça, c'est dans l'article 213 de la Constitution. Donc, je crois que les débats sur on devrait l'abroger, patati patata, ce sont inopportuns. Et aussi, ce même accord lui-même dispose des modalités abrogatoires qui le concernent. Je crois à son 8e ou 9e point là-bas. Donc, si il y a abrogation, la partie congolaise prendra ses responsabilités et va demander à ce que l'on mette un terme à cet accord. Mais en attendant, expérimentons-le. Surtout qu'il porte beaucoup de points positifs pour la RDC. Très bien. John Cabeston, conclut sur ce point. Oui, par rapport à cette conclusion, j'aimerais bien qu'on apporte l'éclairage. N'est-ce pas une Amazone, n'est-ce pas une bonne warrior, c'est pas en féminin. Ouais, merci beaucoup. Là, ça me fait penser à certains confrères. C'est Serge Nseka et puis Mike Gardidiana. Oui. Au mois de juillet, au mois d'octobre, nous avons longuement discuté sur Kaikwamba et je les concède parce que ils avaient raison en disant que la dame n'a pas encore fait preuve de si c'est là il faut pas qu'on puisse au moins. Ils sont convaincus. Oui, mais maintenant là je suis très satisfait. Je les cherche même prochainement après avoir rencontré. Je le connais, il est très rationnel. Serge Nseka reconnaît quand c'est bon et quand c'est pas bon il ne reconnaît pas. Là il s'était là. Et je rentre au moins de manière classique. Moi je fais de la chronique diplomatique. Il y a ce qu'on appelle les critères d'abord d'un bon diplomate. Kaikwamba a ses profils. D'abord de un, c'est une excellente communicatrice. Deuxième critère, on demande polyglotte. Oui, actuellement elle parle au moins six. Elle parle anglais, elle parle français, elle parle allemand, elle parle lingala, elle parle tsholuba, elle parle même russe et sans oublier chinois parce que elle a eu à travailler. Mais peut-être les gens la trouvent aujourd'hui. Elle a eu à travailler dans plusieurs missions, également des Nations Unies pour le maintien de la paix, même ici en Centrafrique. Et elle a eu à travailler sous le gide même des Chinois. Ce n'est pas une dame qui est tombée de la dernière pluie. C'est une perle rare. Elle ne vient pas de l'IDPS, elle ne vient pas de l'INC. Là, ça c'est vraiment ce qu'on appelle... Mais tu l'as trouvé où? Là, de chez où? Non, d'abord, c'est une fierté de la RDC depuis près Non, je dis, c'est une fierté de la RDC depuis ses 15 ans ici. Elle a travaillé au moins dans beaucoup de firmes sur le plan international. Et ne vont même pas parler de ça. Je dis d'abord critères de Kaikwamba, bonne communicatrice, polyglotte. Deuxièmement, la capacité de négocier en gardant la position également de la RDC. Troisième critère, elle sait influencer l'environnement international, les diplomates pour la cause de la RDC. Et aussi, elle a un réseau. Et le dernier point par rapport à cette dame, c'est le charisme. Elle présente la RDC une autre facette. Pour dire ceci, après, et qu'il a... C'est bon, sa peau blanche qui fait que... Non, elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. Elle est de notre, peut-être en termes de nuances et tout. Pour aller dans la profondeur, je l'ai dit, l'article 213, pour revenir... l'article 213 parle très bien de la négociation des accords et en tenant compte de ces paramètres, mais il y a la possibilité, comme le premier des diplomates,
qui engage également la RDC. Il y a aller partout, je ne peux pas dire aller partout aux IEC, quoi. Il y a certains accords, il y a certains traités qui ne passent pas, je dois les dire, par la voie qu'on connaît également, parce qu'il y a ce qu'on appelle la classification même. Vous ne pouvez pas porter des questions sensibles sur la place publique. Mais pour dire ceci, en revenant pour pas dire, bon, Joseph Kabila, il peut parler, il consulte, il en a le droit. Et elle moi, je le suggère même comme compatriote, il peut consulter, même venir à Kinshasa consulter, c'est de son droit, il peut aller partout consulter, mais je rentre ici en rappelant, on l'appelle Fatou Bintou Keïta, a tenu un échange avec les M23 et AFC. On a demandé de rentrer là où vous étiez. Et on a demandé de rentrer où? Rentrer où? Laquelle est la presse? Pour aller maintenant où? Oui, la presse qui a suivi les dossiers. Et puis elle a posé la question où étiez avant. La conclusion c'est quoi? On ne doit pas se lancer maintenant dans la division. C'est un appel qu'on doit lancer comme journaliste et également une fois de plus leader d'opinion. Cet accord ici c'est un acquis, c'est un tournant pour nous. On doit fédérer les forces, fédérer les intelligences, travailler pour savoir comment est-ce qu'est pérennisé. Parce qu'il y a une nuance là-dedans. Pourquoi? Au-delà des aspects humanitaires, des aspects militaires ou quoi que ce soit, il y a l'aspect lié aussi à l'économie du développement. On doit profiter également de cet aspect ici. Parce qu'on parle de la stabilité au niveau de la sous-région. On rejoint les mécanismes de la CIRGL qui demandaient déjà à tout prix qu'on puisse au moins une fois de plus stabiliser. Mais cette fois-ci, il faudra savoir le style de Félix Tshisekedi, son charisme, sa vision, c'est diffère de ses prédécesseurs. C'est-à-dire, on va entamer les choses autrement pour essayer de permettre au Congo. Parce que nous avons 3 ans de retard, vous le savez. Il faut récupérer cela. Et quelque part, est-ce que les gens savent que le monde nous regarde? Bon, maintenant, le dealer RDC, combien d'années? Pour l'instant, par rapport à ce qui a été annoncé avant, on avait vu ce qu'on appelle l'esquisse qui a été présentée. Également, on parlait des 5 ans. 5 ans. Mais tout a été classé. Il faut indiquer la stabilité des institutions. Oui, et j'ai suivi la j'ai suivi le point de presse. J'ai suivi les points de presse où je dirais j'ai suivi également l'intervention médiatique du chef de l'État qui a été interrogé par notre consoeur américaine également. Il a dit carrément pendant ces temps, nous n'avons pas été performants. Ça vient du chef de l'État. En disant que ça va nous permettre de profiter, de gagner de l'expérience, de consolider parce que les FARDC doivent défendre l'intégrité du territoire national. Là, entre nous, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait des changements de la Constitution. Non, moi je ne suis pas là. Le dernier point, c'est ça. Je pense au moins avant, il y a eu... Permettez, il y a eu des commissions qui ont... Permettez, il y a eu des commissions qui ont eu à travailler. Les commissions... Il y a eu la commission d'abord. Il y a eu la commission défense et sécurité. Permettez-moi, il y a eu la commission défense et sécurité, la commission relations extérieures, la commission DH et consorts qui doivent encore travailler sur les détails pour faire les suivis parce que prochainement, vous devez voir aussi dans le cadre du contrôle du gouvernement, voir la MINAFET, c'est-à-dire la ministre d'État Kaikwamba, venir devant le Parlement, essayer de porter la lumière devant la représentation nationale. Pour apaiser les esprits, pour dire ceci, le travail sera fait parce que le travail du côté des parlements, c'est aussi de vérifier est-ce que ce qui était tenu comme résolution lors de la session également du mois de mars, et bien avant, a été respecté. S'il y a des couacs, il y a une disposition. Au moins au niveau de l'accord, les partis peuvent au moins soulever des exceptions, et parce que c'est également dans la phase des transitoires et même des résolus. Pour dire, nous devons saluer cet accord. Ce n'est pas trop excellent ou bien trop, je ne sais pas comment dire, idéal pour certaines personnes, mais c'est bien pour nous, ça nous permet de restaurer notre intégrité territoriale nationale. En douceur avec l'affaire juridique, comme vous savez, le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a démissionné officiellement. Le président a pris acte de sa démission et il a demandé à la Première ministre de prendre des mécanismes pour assurer l'intérim au niveau de la justice. Alors, l'opinion est un peu perplexe. C'est vrai, de manière définitive, Moutamba a fauté dans la procédure, mais l'argent est là. Mais l'opinion se demande pourquoi il y a eu autant d'accélération, autant d'émotion. C'est comme s'il y avait un complot ourdi
Moutamba démissionne, au Rwanda c'est la fête, Moutamba démissionne, le gouverneur m'a dit fait un tweet pour c'est quelque chose là comme nous sommes contents. Est-ce qu'au-delà de ce que nous voyons, est-ce que dans la face B, il n'y a pas autre chose que nous savons à déceler, Serge? Je pense que déjà l'avènement du ministre Moutamba a suscité beaucoup d'espoir. Je parle sur le plan social. On lui a imputé un certain populisme et tout, mais moi j'ai des témoignages des personnes qui regrettent Moutamba aujourd'hui parce que grâce à lui, ils sont rentrés dans leurs droits et certains ont récupéré leurs parcelles, certains ont mis frein à certains, je dirais, terrorisme judiciaire ou terrorisme politique parce qu'on est proche d'eux, on terrorise, on ravit les biens des autres et sur ces plans-là, beaucoup de gens regrettent. Mais Moutamba n'a pas peut-être été distrait ou été concentré sur son élément au point de ne pas voir que son action dérangeait. Ouais. Son action a dérangé. Et sa mauvaise relation, son mauvais rapport avec la magistrature, par exemple, devant la première ministre et dire je subodore l'odeur du détournement, ouais, c'était un crime de lèse-majesté. Je ne dis pas ça, mais en personne, je me dis que ça pouvait, je peux me tromper, lui constituer aussi quelque chose de nocif par rapport à son avenir politique. Et là où Moutamba n'a pas compris qu'on soit ministre de Justice ou simple citoyen, il y a une procédure aujourd'hui en matière de marchés publics, il y a une procédure à respecter. Donc, si on suit ce qui s'est passé là, si c'est réellement, c'est ça, l'argent de Fonarev qui a été désaffecté pour donner à une entreprise qui venait à peine là, n'est même pas le problème, mais sans respecter la procédure. Ou il y a eu la trahison dans son entourage, parce que je ne vois pas le ministre aller conclure des marchés avec des entreprises. Je ne le vois pas. Je ne vois pas Moutamba. Alors, qui déjà... Il y a une explication. C'est quoi l'explication? Dans les Fonarev, il y a les 100%. Dans les 100%, il y a une quantité qui est réservée au cabinet du ministre de la Justice, une quantité pour l'environnement, et le reste, c'est pour le reste de la caisse. Et Moutamba avait jugé bon de prendre sa quantité et je le gérais pour l'érection d'une prison à Kisangani. Et par rapport à la suite des marchés publics, il semble que selon Moutamba, il y a de ces dossiers-là pour lesquels on ne requiert pas l'appel d'offres. Par exemple, pour l'achat de munitions, l'achat de l'armée, par exemple, construire une prison, il ne faut pas que le plan soit dévoilé à l'opinion, parce que dans les cachots, on érige des trous noirs, on érige des endroits punitifs, tout ça. Ce ne sont pas des choses qu'on doit mettre sur le place public, ce sont des questions pour lesquelles avancer. Alors, maintenant, il semblerait que c'est l'argent qui serait passé d'une banque à une autre, mais sans visibilité au niveau de la chaîne de la dépense, qui aurait dérangé ou énervé le système. Bon, supposons que ça soit tel que vous l'avez dit, si ça relevait du secret défense, et ça ne devrait pas lui coûter ce qui lui a coûté. Et je me dis, dans l'administration, dans la machine qui a géré le ministre Moutamba, il n'y a pas eu de duplicité, il n'y a pas eu de complicité. Si aujourd'hui, le procureur reproche au ministre ce qu'on lui reproche, je crois qu'à un certain moment, il y a une forme de duplicité, il y a une forme de complicité. Parce que le ministre n'a pas été protégé. Ne serait-ce qu'on pouvait avoir ce qu'on appelle des fusibles. C'est-à-dire qu'on pouvait dire que c'est son directeur de cabinet, un conseil qui a mal négocié. Ça touche directement au ministre, c'est-à-dire que Moutamba, dans sa gestion comme ministre, n'a pas été bien entouré. Parce que c'est une première qu'on voit un ministre comme Moutamba, avec tout ce qu'il a comme capital de sympathie de la part de la population, ça on ne peut pas le nier, tomber comme ça. Même si les gens ont applaudi. Moi, je pense que ça, c'est des épiphénomènes, parce que Moutamba, lui seul, représente quoi? C'est seulement sa volonté de vivre en socialiste, de ne pas être bling-bling, de ne pas rentrer dans des cercles entre guillemets, qui lui vaut aujourd'hui ce qui arrive. Mais je me dis, c'est vraiment regrettable et qu'il est jeune.
Il peut toujours rebondir et sortir du gouvernement, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il peut rebondir encore plus fort, mais à condition de savoir s'entourer. Il a été entouré de qui? Monsieur le ministre Moutamba, avec toute la sympathie que j'ai pour vous, moi j'ai plaint votre entourage à un certain moment, vous n'avez pas été protégé. Si ça vous touche directement tel que c'est arrivé là, c'est-à-dire que votre entourage, ou vous ne les avez pas utilisés, vous ne les avez pas donné l'occasion de jouer leur rôle, mais sinon, moi je crois que vous n'avez pas été protégé. Si c'est un petit mot sur Moutamba, on va conclure l'émission. Oui, j'estime que... Est-ce qu'il y a eu un acharnement ou bien il est victime de ce travail qui dérangeait le corps des magistrats? Bon, lorsque je prends les faits, j'estime qu'il y a eu comme une sorte de règlement de compte, personnellement, une sorte de célérité déconcertante dans l'affaire. Surtout à l'Assemblée nationale. Je vous dis, quelle rapidité chez Loubaïlava. Alors qu'on a des cas où de l'argent avait été décaissé, détourné, et l'argent utilisé, volatilisé, les infrastructures pas construites du tout, mais on n'a pas vécu une telle célérité. Pas du tout. Puisqu'on vit ça dans le cas Moutamba, on s'est dit qu'il y avait un problème. Et encore, Moutamba est venu comme, comment dire, quelqu'un qui vient faire tomber l'établissement. Ouais. Hein? Le réseau là, la mafia politico-judiciaire, qui s'était érigée en système. Moutamba est venu comme donner un coup de pied à la ruche et les abeilles ont décidé finalement de lui régler les comptes. Moutamba peut, c'est vrai, Moutamba peut avoir commis des erreurs en termes de procédure, oui, c'est possible, oui. Mais est-ce que ça va aller, cette sanction-là? Parce qu'on a des cas beaucoup plus flagrants que ça, mais qui n'ont pas reçu une telle sanction. Non. Donc on est dans notre droit de pouvoir apprécier, de constater qu'il y a comme un problème. Et nous savons qu'il y avait déjà une sorte d'inimitié entre Moutamba et le corps des magistrats. Et la primature aussi, hein. Voilà, et la primature. Voilà, ça aussi. Et donc, la Première ministre. Observez dans l'opinion, vous n'avez qu'à observer dans l'opinion, vous verrez. C'est la première fois qu'un ministre débarqué du gouvernement obtient une telle sympathie. C'est la première fois, ça n'a jamais existé. Et ça met à mal ses détracteurs. C'est vrai que Moutamba a commis des fautes, oui, mais des fautes qui sont, comment dire, pardonnables. Oui, on aurait pu, comme quelqu'un avait proposé, on aurait pu sursoir le projet, reprendre l'argent, créer autre chose, plutôt que de... Et l'argent est là. On a tenu à le faire descendre, pourquoi? Parce que Moutamba dérangeait les intérêts de certains. Et ces certains-là sont bien connus. Ceux qui lui font la guerre depuis un moment de façon non déclarée, on les connaît. Les gens qui sont contre les réformes. Tout à fait. Moutamba est venu avec assez d'audace, assez de courage pour faire tomber l'établissement. Mais bon, il n'a peut-être pas été prudent dans la stratégie. C'est ce qui a fait qu'il est tombé. Nous le regrettons. Nous aurions voulu qu'il y ait plus de Moutamba comme ça. Il faut que les choses changent. Tout à fait. Il y a des gens qui sont rentrés dans leurs droits. Parce que Moutamba était ministre, ils ont récupéré des parcelles, et ces gens-là, vous croyez qu'ils sont contents que Moutamba tombe? Mais vous regardez qui sont ceux qui applaudissent le départ de Moutamba. C'est des gens qui, quelque part... Ils se reconnaissent en fait dans voilà. la situation. John Cabestan, même ses commentaires. Oui, commentaire, c'est assez direct pour dire regretter d'une manière ou d'une autre un ministre qui a été adulé, accueilli par tout le monde. On sentait que c'était un vent nouveau, mais bref, rapidement. La page Moutamba, j'ai dit, ça risque de se refermer rapidement. Parce que... mais est-ce que le président n'a pas un rôle à jouer? Je ne vais pas d'abord tomber là. Votre question, vous avez eu à soulever pourquoi le Parlement est allé trop vite sur son dossier, l'Assemblée. C'est un constat général. Hein? Vous avez cité... Nous tous, nous l'avons fait. Même on a écouté également, même l'opinion. Nous sommes des journalistes également. Et deux poids, deux mesures. Là a été sauvé, le traité a été... J'ai dit, nous sommes des journalistes accrédités. On suit des presse ce qui se passe au Parlement. Bien avant d'abord, les gens ont vu juste ce qu'on appelle la plénière. Mais il y a eu une commission spéciale sur Moutamba qui a travaillé pendant au moins 2 semaines et demie. On l'a auditionné. Et après cela, la commission a levé l'option. La commission est revenue encore pour la seconde fois. Et on a ramené les dossiers au niveau de... J'ai dit, on a ramené les dossiers au niveau de la plénière. Mais il faudra le dire, avant d'abord qu'on puisse sceller son sort, il y a eu des avis pour et contre. Vous comprenez? Ouais. Mais je ne vais pas ici pour défendre, on dit, on a besoin également de Moutamba. Je peux rejoindre également cela, mais aussi une autre réalité.
Il y a eu plusieurs réquisitoires auxquels on n'a pas répondu avec autant de célérité. Et le problème est aussi, il faut noter, il y a eu des cas de Matata et consorts. Si on n'avait pas fait ça... Non, le problème c'est ça. Le problème c'est ça. Si on avait protégé, on avait sacrifié Matata totalement, et que Moutamba, on l'avait protégé, on aurait dû avoir encore un tollé. Pour dire ceci, pour Moutamba, je l'ai dit, peut-être il est aussi tombé victime de son populisme, pour dire une fois de plus. Dans l'analyse, même la symétrie également, ce qu'on appelle les sociodrames dans la scène politique, il faut faire la lecture des signes des temps et de son environnement. Depuis les états généraux de la justice, Moutamba a eu des soucis avec quelques magistrats. Et ici, dessus, le conseil des ministres, il n'est pas un saint, mais je pense au moins Moutamba a péché. Il y a quelques éléments qui l'ont fait. Il s'est fait, pour certaines opinions, il s'est fait donner des leçons. Lui-même, il est tombé dans son propre piège. Mais moi, je pense, on doit voir l'élan de Moutamba. Courage, on est avec vous, c'est la vie, ça arrive. Lorsque vous entrez au gouvernement, c'est comme l'établissement a eu raison de sortir du jour au lendemain. Prochainement, entourez-vous des bonnes personnes. Merci d'être venu et à très bientôt. Je ne suis pas demandeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine occasion. Comme des serres, je ne sais pas. Je ne suis pas demandeur.